Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler d'une question que tout le monde se pose toujours. D'où venait vraiment le virus du Covid? Est-ce qu'il est arrivé naturellement d'un animal? Ou alors est-ce qu'il s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan? Bon, j'avoue que tous ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant ont certainement déjà une petite idée sur le sujet. Mais ce qui nous manquait, c'était des preuves officielles. Et aujourd'hui, on va découvrir la version officielle d'un homme qui était au cœur du renseignement américain. J'ai nommé James Erdman. C'est un officier senior de la CIA devenu lanceur d'alerte. Et le 13 mai 2026, dans une audition au Congrès, il a révélé comment de hauts responsables, dont le docteur Anthony Fauci, ont influencé, manipulé et parfois enterré volontairement toutes les analyses qui démontraient qu'une fuite de laboratoire était certainement la piste la plus probable. Vous allez voir cet extrait que je vous ai sélectionné dans cette audition de presque 2 heures et je vais essayer de vous guider au mieux pour une meilleure compréhension. C'est parti. Les responsables des services de renseignement et les analyses de haut niveau ont minimisé la possibilité que la pandémie de Covid-19 trouve son origine dans un incident de laboratoire. Les motivations sont difficiles à définir compte tenu de la portée de l'examen du DIG. Qu'elles étaient intentionnelles ou non, les actions des services de renseignement ont conduit à une dissimulation, à un gaspillage de ressources et à un manquement à l'obligation d'informer correctement les décideurs politiques. La politique de santé publique aurait été très différente si le public américain avait été informé qu'un virus provenant d'un laboratoire chinois allait servir de base à une autorisation d'utilisation d'urgence. De produits à ARN messager rendus obligatoires par l'ancienne administration. Le rôle du docteur Fauci dans cette dissimulation était intentionnel. Donc oui, les dirigeants du renseignement américain ont tout fait pour minimiser, voire détruire totalement l'idée d'une fuite de laboratoire qui pourrait être bien évidemment intentionnelle ou non, allez savoir. Et selon ce lanceur d'alerte, le rôle du docteur Fauci dans toute cette dissimulation n'était pas du tout un accident, c'était clairement intentionnel. Alors une chose qu'on pourrait quand même se demander, c'est comment ce docteur Fauci a-t-il pu avoir autant d'influence aux États-Unis? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Le docteur Fauci a influencé le processus d'analyse et les conclusions en tirant parti de sa position pour s'assurer que le comité consultatif consulte une liste controversée d'experts en la matière, de responsables de la santé publique et de scientifiques. Parmi eux figuraient certains des auteurs de l'article intitulé « L'origine proximale du SARS-CoV-2 » ainsi que d'autres experts en santé publique qui gravitent dans son entourage depuis plus de 20 ans. Certains de ces scientifiques faisaient partie du groupe d'experts en sciences biologiques, le BICEG, un organe consultatif du directeur du renseignement national, dont les membres reçoivent souvent des financements considérables du NIAID et des agences de santé publique. Les scientifiques du BICEG influencent les laboratoires nationaux, la recherche sur les ADN, les décisions politiques, les analyses finales et d'autres questions de renseignement, créant ainsi des incitations inappropriées et des conflits d'intérêts, ainsi que sur des questions de contre-espionnage. Depuis 2006, le BICEG a fourni des services de conseil à temps partiel sur les questions de biodéfense pour la communauté du renseignement, tout en menant des recherches financées par le gouvernement et en occupant des postes universitaires, tout en conservant des fonctions au sein d'institutions de santé publique et en siégeant à l'Académie nationale des sciences. Ils reçoivent des financements du NIAID et d'autres agences pour la recherche sur les vaccins, le projet PREDICT de l'USAID, le programme coopératif de réduction des menaces. Et ont même collaboré avec des scientifiques chinois sur des études portant sur le coronavirus et d'autres agents pathogènes en vue de la mise au point de vaccins. Pendant plus de 20 ans, aucun contrôle n'a été exercé pour surveiller de manière globale l'influence de ce réseau de relations sur la recherche, les politiques et la santé publique. En fait, plusieurs scientifiques du BICEG ont aidé le docteur Fauci à réécrire les définitions du gain de fonction en 2015 afin de lever le gel des financements sur les recherches dangereuses. D'autres encore ont participé à la planification de l'Event 201 en 2019. Il s'agissait d'un exercice de simulation de pandémie de coronavirus curieusement similaire aux événements qui se sont déroulés pendant la pandémie de Covid-19. Et le docteur Fauci, ainsi que des personnes ayant des liens avec les services de renseignement, comme l'ancienne directrice du renseignement national, Avril Hain, y ont participé.
Donc on peut clairement voir que le docteur Fauci ne s'est pas contenté uniquement de donner son avis. Il a orienté tout le renseignement américain vers un tout petit cercle d'experts scientifiques qu'il a sélectionnés par lui-même dans le BICEG et qui, comme par hasard, recevaient en même temps des millions de dollars de financement public des agences de santé que le docteur Fauci dirigeait. On peut clairement voir que c'est un énorme conflit d'intérêts qui dure depuis plus de 20 ans et qui nuit bien évidemment à toute la santé mondiale qui est liée à la santé américaine. En fait, c'est un gigantesque réseau de corruption dans le monde de la santé. Et on va passer maintenant aux interventions très concrètes du docteur Fauci dans le processus d'analyse de l'origine du Covid. Regardez. Il y a eu 2 cas, le 3 février 2020 et le 4 juin 2021. Anthony Fauci a eu des contacts avec l'interagence. Et pour généraliser un peu, on peut dire que ces contacts ont été volontairement recherchés au sein de la communauté du renseignement. Il voulait ce contact. Et il a fourni une liste triée sur le volet d'experts en la matière qui, par coïncidence, ont rédigé le rapport sur l'origine proximale du SARS-CoV-2. Ce n'est donc pas comme s'il était venu dire « vous devez faire X, Y et Z ». Il a formulé des recommandations, car quand on regarde ce qui a été rendu public au sujet du docteur Fauci, puis ce que l'on voit en coulisses au Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, où l'on se rend compte qu'il y a un discours qui a été élaboré par ces contacts, non seulement par des experts ici aux États-Unis, mais aussi avec des experts en Australie et au Royaume-Uni. Et c'est la partie visible du public. Et vous savez, il a essayé en quelque sorte de se tenir à l'écart. Je n'ai rien à voir avec l'origine proximale du SARS-CoV-2. Mais entre-temps, il a fait entrer dans le comité consultatif, en tant qu'expert, ses auteurs et des personnes qui gravitent dans son entourage. Et je passe directement à juin 2021. En tant que comité consultatif du NIC, nous avons volontiers suivi ces recommandations. Et dans un email que je vais vous décrire, la personne chargée de diriger l'étude de 90 jours s'est présentée à la communauté pour expliquer ce qu'ils étaient censés faire. Et puis à la communauté, il a dit « Écoutez, il y a ces personnes à qui nous devrions parler ». Et un autre haut responsable du NRC lui a envoyé un email direct disant « Hey, étant donné que le docteur Fauci est un expert en santé publique, êtes-vous sûr qu'on doive se fier à ça ? Ne devrions-nous pas avoir une analyse distincte ?» Et dans ce cas précis, la personne a répondu « Non ». Dans ce cas, le docteur Fauci est un expert en la matière. Cependant, cela contredit directement son témoignage public selon lequel il est un expert en la matière. Une partie du travail des services de renseignement, lorsqu'on interroge quelqu'un, consiste à évaluer sa sincérité, ses éventuels préjugés ou ses conflits d'intérêts. Quelqu'un a-t-il jamais évoqué le fait qu'Anthony Fauci avait approuvé les recherches menées à Wuhan et qu'il n'était peut-être pas dans son intérêt que l'on conclue que le virus provenait d'un laboratoire qu'il avait financé, qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts? Quelqu'un a-t-il déjà évoqué le fait qu'il ne soit peut-être pas un témoin objectif? C'était un exemple tiré d'un email, personne ne l'a formulé aussi clairement. Vous reconstituez le puzzle. Nous avons reconstitué le puzzle à partir de plusieurs emails provenant de plusieurs agences et de plusieurs documents. C'était plus subtil que cela. Personne n'a dit « ça va se passer » et malheureusement, je pense qu'ils auraient dû le faire. Tout était là. Mais votre conclusion est que le revirement de la CIA, qui est passé d'un consensus scientifique sur l'origine en laboratoire à une position neutre, a été fortement influencé par Anthony Fauci. Ça a été fortement influencé par l'intervention d'Anthony Fauci au sein de la communauté du renseignement. Et pour en venir à la deuxième partie de votre question sur ce qui s'est passé, en particulier pendant l'étude de 90 jours, nous disposons de documents qui montrent qu'au 12 août, la CIA envisageait de qualifier cela de fuite de laboratoire le 12 août 2021. Et cela a changé le 17 août 2021. Et malheureusement, comme la CIA n'a pas voulu nous fournir les documents que nous avions demandés, nous n'avons aucune idée de la raison de ce changement. Donc on vient de voir les dates précises où le docteur Fauci est intervenu personnellement dans cette recherche d'identification de l'origine du Covid et comment l'analyse officielle est passée de façon très mystérieuse d'origine probable laboratoire à on ne sait pas trop. Passons à autre chose rapidement. Mais ce qui est encore plus grave, c'est ce qui est arrivé aux scientifiques de la CIA qui ont quand même osé conclure à la fuite de Covid d'un laboratoire. Le lanceur d'alerte nous révèle maintenant toutes les représailles qu'ils ont subies à l'intérieur de la CIA. Regardez.
Les responsables de l'analyse de la CIA et du DNI chargés d'examiner l'origine du Covid ont pris des décisions incompatibles avec les conclusions des experts en la matière et les méthodes d'analyse, favorisant systématiquement la théorie de la zoonose ou de l'origine naturelle. À la suite de la réévaluation du Covid par la CIA qui a abouti en 2023, la CIA a pris des mesures de représailles contre les analystes soutenant l'hypothèse d'une fuite en laboratoire. Les analyses de la CIA n'ont pas été soudoyées. Les analyses qui ont soutenu la conclusion de 2023 sur la fuite en laboratoire ont pris toutes les mesures administratives à leur disposition pour répondre à leurs profondes préoccupations concernant l'intégrité analytique de leurs rapports d'évaluation finaux. Les responsables de la CIA ont exercé des représailles à leur encontre pour avoir refusé d'approuver la réécriture anonyme de l'analyse effectuée en pleine nuit par la direction qui a transformé l'évaluation en un jugement sans conclusion. Donc bien évidemment, ces représailles montrent bien que ce n'était pas un simple désaccord entre experts. Tous les scientifiques qui osaient maintenir la thèse de la fuite de laboratoire étaient directement sanctionnés par leur hiérarchie. Et on va maintenant avancer jusqu'en 2023. À ce moment-là, c'est la CIA qui a décidé de refaire une dernière grande réévaluation complète de toutes les preuves disponibles. Ils avaient mis 7 experts techniques, des scientifiques qui ont vraiment l'expérience en laboratoire, sur tout le dossier. Et donc 6 de ces 7 experts vont encore arriver à exactement la même conclusion que précédemment. Le Covid vient donc d'un laboratoire. Mais ce qui va se passer ensuite est particulièrement révélateur du niveau de corruption de toutes ces agences. Regardez. En septembre 2023, un lanceur d'alerte de la CIA se serait manifesté. Des articles de presse ont été publiés à ce sujet selon lesquels 6 des 7 analystes chargés de cette mission auraient été soudoyés pour modifier leur analyse. Est-ce vrai? Non. Il y a donc des précisions à ce sujet. Ce qui est vrai, et je vous remercie d'avoir soulevé cette question, sénateur Johnson, car c'est l'un des points sur lesquels je tenais à ce que le procès-verbal soit corrigé. Donc si j'ai quelques minutes pour en parler, de nouvelles informations ont été révélées en 2022, ce qui a contraint la communauté à réexaminer la question. Il y avait 10 scientifiques de la CIA, je parle du côté de la CIA, maintenant pas du côté du NICS, 10 scientifiques de la CIA qui ont dit « Pourquoi ne pas vous lancer et réexaminer la question du Covid ?» Au sein de cette équipe, il y avait 7 experts en la matière, des experts techniques ayant une expérience en laboratoire et une expérience médicale. Ils ont donc recommencé leur réexamen. Et au moment où ils ont rédigé leur article, ils ont écrit un article dans lequel ils ont déclaré « Nous estimons qu'il s'agit d'une fuite de laboratoire ». 8 sur les 10, selon plusieurs lanceurs d'alerte, 8 sur les 10 penchaient clairement pour la fuite en laboratoire. Ils ont envoyé cet article, ce projet d'article, à la direction du Centre des armes et de lutte contre la prolifération en leur disant « Jetez-y un œil ». Et comme par magie, un nouveau rapport est apparu qui contredisait prétendument cela, les informations qui avaient été reçues plus tôt dans l'année. Les nombreuses personnes à qui nous en avons parlé ont dit « oui, ça ne contredisait pas vraiment ça ». Mais on leur a dit « retournez à la case départ et refaites une évaluation ». Le groupe interinstitutionnel s'est donc impliqué, ils ont eu des discussions, ils sont donc repartis de zéro. Et d'ici 2023, ils auront leur réponse. Ils disent, vous savez, 6 des 7 techniciens de cette équipe. L'équipe compte donc 10 personnes. 6 des 7 experts techniques disent, oui, nous pensons toujours qu'il s'agit d'une fuite de laboratoire. Nous pensons toujours qu'il s'agit d'une fuite de laboratoire. Et ils campaient sur leur position. La direction a modifié la ligne d'analyse. Ils ont modifié la conclusion pour en faire une décision sans consensus. En fait, pire encore, ils ont déclaré que les mots exacts étaient les suivants. Nous ne connaîtrons peut-être jamais précisément l'origine du SARS-CoV-2. Précisément n'est pas un terme utilisé par les analystes et ils utilisent plutôt des expressions comme faible confiance, confiance moyenne, oui, non. Précisément est un mot que l'on utilise quand on veut délibérément mettre fin à la discussion. Car savez-vous combien de ressources nous aurions besoin pour connaître avec précision l'origine du SARS-CoV-2 ?
Donc 6 experts sur 7 concluent encore une fois que l'origine du Covid est due à une fuite de laboratoire. Mais bien évidemment, la direction de cette agence change tout le texte en pleine nuit et termine par une phrase qui a pour but de tuer définitivement, une fois pour toutes, tout le débat sur le sujet. C'est clairement encore une fois un exemple très concret de toute la manipulation de toute cette mafia qui sévit non seulement sur les États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Mais attention, malgré tout ça, le Congrès avait quand même réussi à voter à l'unanimité une loi exigeant que tous les documents sur le sujet soient enfin déclassifiés. Et bien évidemment, devinez quoi, les services de renseignement leur ont seulement donné 5 pages presque entièrement caviardées. Regardez. Ce ne sont pas toutes les informations. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet, si vous le souhaitez. Je vais vous raconter une histoire à propos de vos 5 pages. Il y avait donc un rapport classifié en cours de rédaction à l'époque où tout cela se passait. En parcourant les documents, j'ai supposé qu'ils allaient simplement prendre ce rapport classifié qui ne ressemblait pas à ça et qu'ils allaient simplement le caviarder. Et comme je lisais les documents, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui s'était passé. Ils ont décidé de rédiger un autre document à la place de celui qui existait déjà. Qui sont-ils? Le Conseil national du renseignement. Combien de pages? Vous avez fait partie de ce groupe de travail. Vous avez une idée, si ce n'est pas 5 pages, combien de pages d'informations vous estimez que le gouvernement américain détenait concernant le laboratoire de Wuhan et les liens possibles avec le Covid? Je peux vous dire que la directrice Gabbard est en train d'examiner, si je ne me trompe pas, 2000 pages qu'ils essaient de rendre publiques dans un premier temps. La loi stipule en effet que tout doit être divulgué, mais il faut tout de même passer ces documents par les différentes agences pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de sources ou de méthodes confidentielles. Mais il y a environ 2000 pages. 2000 pages. Je voudrais vous montrer ce que m'a répondu Avril Haines, la directrice Haines, lorsque je lui ai écrit. Le sénateur Brown et moi-même lui avons écrit à la suite de ce rapport scandaleux et inutile. Elle m'a répondu en disant « Eh bien, nous n'avons déclassifié que ce que nous pouvions sans mettre en danger nos sources et nos méthodes. Seulement ce que nous pouvions. Le résumé de 5 pages lui-même comporte des passages caviardés. 5 pages comportent des passages caviardés. Vous me dites qu'il y a littéralement des milliers de documents. Pourquoi cache-t-il tout ce matériel? Je peux vous dire que le processus interagence de déclassification est extrêmement bureaucratique et qu'on y travaille. Et je pense que vous avez vu il y a quelques jours à peine la directrice Gabbard divulguer certaines informations concernant le laboratoire. La directrice Haines, Avril Haines, a-t-elle participé à la décision de ne pas divulguer ces documents? Je n'ai aucune preuve qu'elle ait été impliquée dans la décision directe. Je n'ai aucun email qui le mentionne directement. Mais c'était son bureau. C'était sa signature sur la lettre qui m'a été envoyée. C'était son bureau qui a envoyé les 5 pages. C'est elle qui m'a dit « Voilà ce que nous avons, c'est tout ce que nous avons. » Vous me dites qu'il y a plus de 2000 documents, qu'ils ne m'en ont envoyé que 5. La première série de documents que nous examinons en contient bien plus que cela. Je comprends. Beaucoup, beaucoup plus. Laissez-moi vous dire ce que contenait ce soi-disant rapport de 5 pages, ce qu'il disait en substance dans la mesure où il y avait quelque chose. Ils ont dit premièrement que rien de ce qui avait été étudié au laboratoire de Wuhan ne pouvait raisonnablement être un ancêtre du SARS-CoV-2. Deuxièmement, ils ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'un incident lié à la recherche impliquant des employés de Wuhan qui auraient pu être liés à la pandémie. Maintenant, d'après votre expérience, compte tenu de ce que vous avez vu, ces affirmations sont-elles vraies? Certaines de ces informations devraient être protégées et classifiées, mais non, elles ne sont pas vraies. Si l'on voulait rentrer dans les détails, je ne pense pas que ce soit vrai. Donc voilà, au lieu des milliers de pages normalement attendues, le public n'a eu le droit qu'à un petit rapport de 5 pages vraiment très légère, presque entièrement caviardé. Et le lanceur d'alerte nous explique que ce n'était pas un oubli, c'était clairement un choix délibéré de leur part. Alors pourquoi tout ce système s'est-il acharné à cacher la vérité pendant si longtemps? C'est la question finale que se pose le lanceur d'alerte et sa réponse est probablement la plus importante de toute l'audition. Écoutez. Pourquoi cette dissimulation a-t-elle eu lieu? Je pense qu'il y a beaucoup d'incitations, des incitations mal alignées qui ont été créées à cause de ce système très opaque et complexe des laboratoires et de la recherche en sciences de la vie. Et la communauté du renseignement n'en est qu'une composante. Pourquoi cela s'est produit au sein de la CIA, de la DNI et de l'espace interinstitutionnel alors qu'ils menaient cette analyse pendant 4 ans? Cela s'explique en partie par les bolderies en fer, ces problèmes bureaucratiques habituels où une agence associe une autre à cela.
Il y avait une pensée de groupe. On pouvait le voir se produire en temps réel en lisant le document du début à la fin. Je vais vous donner quelques exemples. À chaque fois qu'une publication en libre accès paraissait, ils étaient très doués pour s'en emparer et la transmettre aux scientifiques sous contrat, vous savez, le BISEG, pour qu'ils l'examinent et l'évaluent. Et l'objectif, semblait-il, penchait toujours dans un seul sens. Ils n'ont jamais pris en compte les publications de Sorenson et Dalgleish qui sont parues très tôt. Je crois que c'était en juillet 2020 que l'un des meilleurs articles rédigés par Sorenson et Dalgleish a été mis en open source. Ils n'ont jamais pris ces documents en main en se disant « Waouh, on a là tout un tas de choses, nous devons nous assurer d'ajouter cela ». Ou le docteur Stephen Quay, par exemple, qui avait beaucoup à dire sur les origines du Covid. Ça allait toujours dans un seul sens, et parce que les instances interinstitutionnelles semblaient déterminées à faire avancer les choses dans ce sens. Donc voilà, encore une fois, c'est l'État dans l'État, c'est toujours cet État profond que Donald Trump est en train de combattre et de détruire aux États-Unis. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est le témoignage sous serment d'un officier de la CIA qui accuse directement le docteur Anthony Fauci d'avoir joué un rôle central et intentionnel dans la dissimulation des origines du Covid avec ses interventions répétées, ses conflits d'intérêts massifs, ses représailles contre les scientifiques qui étaient trop honnêtes, la manipulation des analyses et le refus de déclassifier des documents. Bref, c'était toute cette mafia qui s'est massivement organisée pour protéger une version officielle totalement frauduleuse. Et pour protéger également le chef d'orchestre, j'ai nommé le docteur Fauci. Et 6 ans après le début de cette pseudo-pandémie, le docteur Fauci et tous ceux qui ont participé à cette opération de désinformation massive vont enfin devoir répondre de leurs actes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche. Et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci vraiment beaucoup à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle toute cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.